Ce n'est pas la première fois qu'Attilus visite l'Italie, mais avant il voyageait avec son père. Il retrouve facilement les partenaires traditionnels de leur librairie, négocie les contrats. Cette fois Attilius veut nouer des contacts avec les auteurs à la mode, pénétrer dans les cercles des intellectuels romains pour assurer son futur succès littéraire. Il commence à fréquenter les récitations organisées par les écrivains. D'ailleurs, avant de venir en Italie, Attilius a récité lui-même ses œuvres à l'Odéon de Lyon. Grâce au réseau de relations de son père, quelques 3000 auditeurs ont admiré son art. Mais à Rome tout est démesuré. L'Odéon de Domitien sur le champ de Mars contient 11 000 places. Le 9 septembre Attilius y participe à un concours littéraire organisé à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur Honorius par la ville de Rome. Attilius passe plusieurs jours avant cette manifestation à répéter sa déclamation, il étudie avec le plus grand soin chaque geste, visite un des meilleurs coiffeurs de Rome, achète une toge neuve. Pour renforcer son moral, il relit Cicéron. Qu'y a-t-il de plus agréable à l'esprit comme à l'oreille qu'un discours bien poli et orné par la sagesse des pensées et le poids des expressions? Voilà le grand jour. Toutes les places sont occupées car le jury est présidé pour la première fois par la jeune et belle princesse Galla Placidia qui suscite plus de curiosité des Romains que les participants du concours. Pour éviter tout risque, Attilius a demandé à ses amis de venir avec des hommes chargés, moyennant une petite rétribution, d'applaudir à tout rompre. Comme ces auditeurs ne sont pas particulièrement cultivés, un des amis est chargé de donner le signal des applaudissements. Malgré tout, Attilius est loin d'être sûr du succès car les Romains portent d'habitude un jugement trop sévère sur les provinciaux, leur reprochent leur lourdeur, l'absence de la finesse du goût, de l'ingéniosité des sujets. Ils oublient souvent que, par exemple, De Sénèque, Lucain, Columelle, Martial, Quintilien, Ausone, Claudien étaient des provinciaux qui ont trouvé leur gloire à Rome. Il est vrai que l'atmosphère de Rome avec ses bibliothèques, ses théâtres et ses lieux de réunion est plus favorable à la créativité littéraire. Vient le tour d'Attilius. Il commence d'une voix un peu tremblante d'émotion. Trèfle la capitale du Nord est brûlée par des barbares féroces. Les eaux pures de la Moselle cheminent les cendres de nos villes. Sur les rives du fleuve chanté par Ozone et recouvert de pampres verts, on n'y voit plus le peuple joyeux au travail et les paysans oppressés. Attilius voit se ternir le beau visage de Galla Placidia. Ému par les éloges précédents des poètes de la capitale à la famille impériale. La princesse est visiblement étonnée de ce rappel des malheurs de l'Empire le jour de l'anniversaire de l'auguste empereur qui est en train de devenir enfin le véritable père de la patrie. Attilius fait rapidement un raccourci et passe au vers solennel. Mais Rome, guerrière couronnée de hautes murailles, prépare aujourd'hui sa vengeance contre ces hordes de pillards, avec son jeune empereur qui suit l'usage de ses ancêtres. Ô muses, mes amis, tournez vers moi vos lyres. Le père de la patrie marche, les chevelures relevées par le diadème. Le chlamyde tyrien couvre ses larges épaules. Ses yeux lancent aux ennemis des menaçants étincelles. Les barbares sont déjà stupéfiés avant d'être désarmés. Les applaudissements bien orchestrés des amis d'Attilius et des hommes engagés par eux rompent la déclamation. Les amis les plus proches crient « Bravo! Vive l'empereur !» La salle ne peut que soutenir l'enthousiasme pour l'empereur par de longs applaudissements. Satisfait, Attilius continue sa déclamation solennelle. Honorius, notre auguste empereur que j'ai vu sous les armes, donnera bientôt l'ordre d'avancer à ces légions invincibles que rien n'arrêtera,
ni les cris affreux des vandales vagabonds, ni les flèches des Alains, ni les haches aiguisées des Suèves. Il marchera sur les traces de César jusqu'à l'île de Bretagne. Les trompettes sonores donneront signal au combat glorieux. Et les pays achetés si chèrement par le sang des soldats et des martyrs seront de nouveau protégés par son sceptre décoré de pierres précieuses. Attilius voit que la princesse sourit et l'écoute attentivement. Les applaudissements et les « bravo » retentissent de nouveau. Encouragé, le poète gaulois continue avec encore plus de pathétique dans sa voix. Honorius, fils du grand Théodose, héritier de sa gloire immortelle, tous les bateliers qui glisseront demain sur les eaux de la Moselle, et les voyageurs sur ses rives lui chanteront de nouvelles hôtes. Ô muses, mes amis, tournez vers moi vos lyres. Les riches vendanges revêtiront de nouveau le flanc du mont Gorus. Mais le théâtre de ces lieux ne charmera pas le seul mortel, car les satyres, les nymphes et les naïades aux yeux verts joueront là-bas au jeu de poursuite tout le long de la rive. Les amis du poète et les hommes engagés par eux, soutenus par la salle, rompent de nouveau la déclamation par leurs applaudissements et des cris d'approbation. Attilius fixe son regard sur Gala Placidia et baisse un peu la voix. Je suspends maintenant mes faibles chants pour célébrer demain à plus haute voix le grand exploit que notre Auguste accomplira, soutenu par les prières de sa sœur. Ô muses, mes amis, tournez vers moi vos lyres. Toutes les têtes se tournent vers la princesse, les gens sourient et applaudissent. Sa beauté céleste fait trembler tous les nobles cœurs. Son palais attire les artistes qui lui apportent leurs tableaux. Chacun crée son œuvre pour dépasser les autres confrères. Mais toute cette beauté s'efface en présence de la princesse. Sous la protection puissante de notre empereur et par ses actions, par les prières à l'assistance de sa jeune et auguste sœur, l'honneur et la vertu reviennent aujourd'hui de leurs exils. Viendront demain la confiance, la paix, l'abondance aussi. Attilius remarque avec satisfaction que Gala Placidia est touchée par ces paroles. Sa déclamation se termine par un tonnerre d'applaudissements des 11 000 auditeurs qui remplissent la salle de l'Odéon. Certes, Attilius ne gagne pas le prix du concours décerné à un noble romain, mais il noue des relations amicales avec Rutilius, membre du jury. C'est un Romain quarantenaire d'origine gauloise, haut fonctionnaire de l'administration impériale et poète reconnu. Rutilius réunit autour de lui un cercle littéraire et Attilius devient membre de ce cénacle. Il voit que les membres du cercle sont liés par une amitié sincère et par une foi commune en la grandeur et l'éternité de Rome. Ils polissent sans cesse leurs ouvrages grâce aux remarques de leurs confrères. Ainsi Rutilius cite son poème à la gloire de Rome en précisant qu'il a essayé de tenir compte des suggestions faites auparavant. Écoute-moi, reine éclatante d'un monde qui est tien, Rome qui fut reçue au ciel parmi les astres. Attilius ferme ses yeux et voit les légions romaines. Les sables brûlants de Libye n'ont pas pu ralentir ta marche, ni ne t'a repoussé leurs armées de ces glaces. Aussi loin que la vie a pu s'étendre vers le pôle, la terre s'est ouverte à ta grande vaillance. De 100 peuples divers, tu as su faire une unique patrie. Être conquis par toi pour eux fut un bienfait. En offrant vaincu les bénéfices de ton droit, de l'univers tu fis une seule cité. Le jeune poète gaulois s'exclame avec une admiration sincère. Jamais la majesté de Rome n'a été chantée si fort et si bien. Vous êtes un très grand poète, votre œuvre est excellentissime. Rutilius, excité par sa déclamation, sourit. Puis, il se calme et dit, «
Mon cher Attilius, j'ai cultivé les muses sans relâche depuis mon enfance à Toulouse. Ce poème sera une partie d'une œuvre de ma vie que je composerai quand j'aurai plus de temps libre. Je voudrais rester à Rome quelques années pour polir mes œuvres dans votre cercle. Chercher de l'inspiration et travailler dans les bibliothèques. Rutilius réfléchit un peu et propose, Gala Placidia veut créer son salon littéraire. Elle cherche un poète doué qui peut animer ce salon. Puis il sourit, et qui sait composer des odes et des panégyriques. Je peux te recommander à la princesse. Le visage d'Attilius s'anime d'un grand air de joie. Ainsi Attilius devient courtisan de Gala Placidia qui préfère vivre à Rome qu'à Ravenne, entouré de marais. Étonné de ce tournant inattendu de sa destinée, il écrit à son père, Attilius à son cher père Rome, octobre 408. Je veux te rassurer, mon cher père, que les entreprises qui font objet de mon voyage se développent suivant notre plan commun. Grâce à ma participation au grand concours littéraire, décrit dans ma lettre précédente, j'ai rencontré le noble Rutilius, célèbre poète et haut fonctionnaire. Je goûtais dans sa maison les délicates attentions d'une magnifique hospitalité. Il nous autorise, à ma grande joie, la publication et la diffusion de ses œuvres. Tu recevras très prochainement son premier manuscrit. Le hasard voulut que la princesse Gala Placidia, qui commence à jouer un rôle important dans la vie politique, a décidé de créer son salon littéraire et chercher un poète qui pouvait animer ce salon. Sachant que la princesse a heureusement remarqué ma participation, l'honorable Rutilius m'a recommandé pour cette responsabilité. Et je suis admis. Ainsi je peux rester tranquillement à Rome, nouer des relations utiles et travailler dans les bibliothèques tout en gagnant convenablement ma vie. Je n'ai pas eu encore beaucoup d'occasions de discuter avec la princesse qui est évidemment très sollicitée. Quelle foule compacte de tout rang, de tous âges se presse autour d'elle. Beaucoup sont des jeunes sénateurs et des généraux. Je suis maintenant certain de pouvoir composer des œuvres intéressantes qui enrichiront la collection de notre maison d'édition. Je remercie grand Dieu pour ce magnifique tournant de ma vie.